On va donc enchaîner sur une petite session avec Laurent et Michel pour discuter un petit peu de comment ça se passe entre Microsoft et les partenaires. Alors, je vais me présenter, Laurent Le Guyader, je suis consultant IT Opération chez Microsoft. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'équipe de consulting, plus spécifiquement autour des practices ITSM. Le but étant d'aider les DSI à gérer et optimiser leur IT et à améliorer leur processus. Donc vous pourriez vous poser assez facilement et assez aisément pourquoi je suis là en termes de questions et vous auriez tout à fait le droit de penser ce type de choses. Là où ça peut devenir intéressant, c'est effectivement la partie culture. On a parlé précédemment de changement de culture, changement et transformation de culture. Donc, comme c'est des choses annoncées par notre CEO, là où ça devient intéressant, c'est que ce changement de culture, on le voit par exemple au niveau du Connect, dernièrement, la partie, je dirais, Visual Studio Code qui devient logiciel libre au niveau du MIT, pas mal de choses en termes de partenariat côté Red Hat. Tous ces éléments vont dans le sens de dire qu'on peut se développer, on peut décider de changer quelque part, on est dans cette mouvance, on casse les barrières, et en l'occurrence, c'est un petit peu une propre transformation de culture que j'applique à moi-même vis-à-vis de DevOps. Là, je vais citer entre guillemets Satya Nadella sur le sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est libre et quelque chose qui est propre à chacun de se positionner de cette manière-là. Et moi, c'est ma manière de me positionner en tout cas. Je vais laisser la parole à Michel. Bonjour, je m'appelle Michel Parvati. Moi, je ne travaille pas pour Microsoft, même si j'ai un petit badge qui me permet de rentrer. Je travaille pour Selensa, on est un petit cabinet de conseil, je vais vous montrer ça après. Je suis dans le développement et l'IT depuis 15 ans. J'ai commencé en start-up dans les années 2000, quand il y a eu la bulle. J'ai fait de l'embarqué pendant 5-6 ans, c'était génial. Après, je suis passé sur du dev Microsoft pour changer et petit à petit, j'ai migré vers les outils de développement parce que je me suis rendu compte que c'est bien de coder, mais quand on a de bons outils autour qui nous aident, et finalement, je préférais plutôt aider les gens à développer du bon logiciel que développer des produits. Et finalement, je continue, je fais les deux. Donc, je suis à la fois développeur et à la fois consultant dans les équipes, maintenant plutôt Ops, pour les aider à mettre en place des méthodes autour du déploiement continu et du DevOps. Donc voilà, j'essaie de garder ces deux casquettes. Et il me fallait mettre une petite phrase. Alors moi j'ai mis celle-ci, c'est celle qu'on ne voit pas assez souvent quand on travaille chez les clients. On demande aux gens, au lieu de concevoir des usines à gaz, d'essayer de faire simple. Parce que quand on arrive à faire simple, on arrive à évoluer. Et c'est un peu tout ce qui est derrière l'agile. Vous l'entendez, c'est l'acronyme KISS. Il y a Yanni aussi que j'aurais dû mettre. Mais c'est tout un ensemble de pratiques qu'on essaye de s'imposer à nous-mêmes quand on travaille, pour pouvoir faire en sorte que des méthodes comme le DevOps puissent s'appliquer. Donc je pense que vous l'avez bien compris. Là, on est plutôt en mode question-réponse. Microsoft, avec son partenaire Selensa, comment on va quelque part construire des choses ensemble. Exactement. Et puis quelque part apprendre aussi de la façon dont Selensa travaille au quotidien sur le sujet. Alors juste quelques mots sur Selensa. On est, on disait, un cabinet de conseil, on est une 50aine sur Paris. On a quelques MVP, on essaye nous-mêmes en interne de mettre en place des pratiques agiles. Par exemple, on n'a pas de management par silo technologique ou business. On a changé notre manière de travailler. On s'est dit au début d'année, on était trop siloté. Avant, j'étais manager du pôle ALM. Donc j'avais des personnes qui étaient chargées de tout ce qui était audit de développement. On a décidé de casser ça et de laisser les gens eux-mêmes se regrouper dans des cercles technologiques ou des pratiques. On a des personnes basées sur des pratiques plus craft, qui sont multi-techno. Dedans, on a des personnes qui font du web, qui font du client lourd. Le but, c'est de se rencontrer pour décider comment nous, on voit le craft. Moi, je travaille plutôt avec ces personnes-là et des personnes autour des technologies et des méthodes du DevOps. Notre but, c'est ce qu'on fait exactement là avec Microsoft, de se rencontrer parce qu'on est tous un peu des profils différents et d'identifier comment nous on voit le DevOps chez Selensa. Alors on n'est pas tout seul chez Selensa, on travaille dans une alliance et dedans on a des personnes qui font à la fois du cloud, du Java, on a des personnes très très bonnes en iOS, ils font des super applis iPhone, ou même du déploiement, ou alors du product management, ce qui nous permet, quand on intervient chez des clients, d'avoir une vision pluridisciplinaire qui est assez intéressante et qui apporte beaucoup de valeur ajoutée à nos clients. Je te remercie.
Maintenant, une simple question, pourquoi en fait tu présentes aujourd'hui et pourquoi tu interviens justement sur une présentation sur les pratiques internes Microsoft? Alors, on pourrait se poser la question. Ouais, en fait, si on remarque bien, chaque fois qu'il y a un événement Microsoft, il y a toujours des partenaires, parce que Microsoft France a toujours travaillé avec des partenaires. On voit, il n'y aurait pas de Tech Days sans partenaires. Tous les événements, même les tours Microsoft, il y a toujours des partenaires avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a une vision qui est complémentaire avec l'équipe de Microsoft France. Donc on est soit en même temps chez les clients, soit sur des clients séparés, mais quand on se rend compte, on partage nos connaissances et notre but c'est toujours d'apporter les feedbacks du client à Microsoft pour que Microsoft puisse faire les produits dans le sens du client. Et nous en même temps, ça nous permet de travailler sur ces clients-là et d'avoir de la valeur ajoutée plus importante. On ne travaille pas qu'avec Microsoft France, on est quelques MVP, on a un Regional Director aussi chez nous. Je ne sais pas si vous connaissez tous le MVP, c'est un programme fait par Corp pour reconnaître des personnes qui participent aux communautés. Tous les Most ans. Valuable Professional. Ouais, moi je value, comme au basket. Derrière, c'est difficile pour rechercher sur Google, il faut bien mettre MS. Notre but, c'est de donner des feedbacks aux équipes de Microsoft Corp. On va une fois par an chez eux, une semaine, de 8h à 18h, non-stop. On n'a pas le temps de manger pour pouvoir, avec les équipes produits, donc on a vraiment les développeurs dans la salle avec nous. Et notre but, c'est de capter les évolutions de leurs produits et leur rendre un feedback de comment on l'utilise chez les clients pour le faire évoluer. Et moi, je suis Microsoft MVP ALM, donc les équipes autour du DevDiv, comme a présenté Samuel. Et on leur donne beaucoup de boulot. Et eux, ils nous donnent beaucoup d'expertise produit parce ça nous permet d'avoir des produits assez en avance. Et tout le monde y gagne. Ok. Alors pourquoi DevOps et pourquoi on a commencé à vraiment travailler sur le DevOps? Parce que on le voit, même si Microsoft a déjà travaillé souvent en avance de phase par rapport à nos clients. L'intérêt, c'est comme ça, on a les outils. C'est que c'est vraiment ce qui est de plus en plus en attente. On a eu la phase agilité qui arrivait en entreprise il y a quelques années. On s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour pouvoir pour répondre aux attentes du métier ou des clients. Et le comme DevOps, on peut le voir imposé. ici, le Hype Cycle place DevOps à ce niveau-là. Hein. Exactement. Donc, nous sommes tout en haut. Voilà. Et pourquoi je travaille avec Microsoft, c'est que je me suis rendu compte d'année en année que... Alors là, c'est sur le cloud, mais Microsoft présente la plupart du temps les meilleurs outils du marché pour répondre de manière satisfaisante à nos clients. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille ici avec vous aujourd'hui. Alors, Ok, donc on va parler indirectement d'offres communes. ouais, exactement. Alors pourquoi on a décidé avec Microsoft France de faire une offre commune sur le DevOps? On avait chez nous, chez Selenza, une vision de comment on voyait le DevOps. Microsoft a la sienne. Et notre but, c'est d'arriver quelque part de façon cohérente chez nos clients et de capitaliser un peu sur ce qu'on a vu de notre côté et ce que Microsoft présente. Vous avez eu droit ce matin à des témoignages assez rares d'une entreprise sur sa transformation. Et ça aide quand on arrive chez un client en disant voilà, il faut changer votre mentalité, il faut changer votre façon de travailler, pas seulement vos outils. Et s'appuyer sur un partenaire comme Microsoft qui a fait son mea culpa sur sa façon de travailler ces 10 dernières années, ça apporte énormément. Nous, notre but en tant que cabinet de conseil, c'est d'être un peu le bras droit de nos clients. Et donc, c'est complètement logique de travailler avec Microsoft qui lui-même s'est transformé et continue de se transformer. Et surtout, on a besoin de compétences multiples que nous, on n'a pas forcément en interne, ou même que Microsoft France n'a pas forcément en interne, donc on se complète là-dessus. Ouais, c'est la complémentarité, et puis le fait que aussi bien Selenza que Microsoft, on ne peut pas forcément être partout. Exactement, et on n'a pas attendu de faire du DevOps pour travailler ensemble de toute façon. On était déjà ensemble chez les clients. Ok, autre question. En fait, pour se poser la question plutôt de l'accompagnement côté DevOps, je dirais, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous proposez de mettre en œuvre lorsqu'on parle de pratiques agiles ou pratiques DevOps sur le sujet? On a vu ça ce matin, il n'y a pas une seule transformation agile ou DevOps, que ce soit avec Groove, avec Visual Studio ou Windows.
Chaque équipe a ses particularités, a ses contraintes, et il n'y a pas une seule transformation. Donc on ne va jamais chez un client en disant voilà la feuille de route, il suffit de lire le papier, c'est comme ça qu'il faut faire du DevOps. Par contre, ce qu'on remarque à chaque fois, c'est qu'il y a toujours des murs d'incompréhension qu'on doit casser pour que le DevOps marche. Et donc notre démarche, c'est pas vous imposer une culture, comme on l'a dit ce matin, c'est votre culture, votre façon de travailler. Nous, par contre, c'est de vous aider à casser ces murs pour que votre culture que vous voulez imposer puisse prendre le dessus sur vos anciens réflexes. Donc on va casser généralement les murs de l'intégration continue avec l'agilité et plus avec le continuous delivery pour aller vers le DevOps, avec aussi du craftsmanship. Donc on va travailler avec les développeurs, mais on travaille avec tous les strates des personnes qui produisent de la valeur dans vos entreprises. Donc d'après ce que je comprends, on n'est pas du tout dans une thématique plutôt Big Bang qui est de tout casser. Ça prend du temps. On a bien vu avec Visual Studio, il a fallu 2 ans. Windows, il a fallu 5 ans. C'est pas forcément continu. On peut y aller par étapes. On peut faire un premier cran. Parce que des fois, il faut convaincre des gens. Nous, on est convaincus, on est ici, on sait qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Mais il faut pouvoir convaincre des gens qui sont au-dessus, qui ont le carnet de chèques. Et c'est le plus difficile à convaincre. Et pour cela, faisons une première étape, montrons que ça a de la valeur, et puis donnons-leur envie de continuer. On cherche des sponsors dans ces façons de travailler. On sait qu'il faut convaincre les gens. C'est pas gagné parce que c'est un gros changement culturel comme on a vu ce matin. Tout le monde ne survit pas à la transition DevOps. On l'a vu aussi ce matin avec les équipes Windows. Donc ça demande du travail et on travaille de façon itérative, de façon temporelle ou par équipe. On commence à faire une équipe. Une équipe montre qu'elle a produit plus de valeur et mieux avec les mêmes personnes, avec le même budget. Et petit à petit, ça va faire boule de neige. Donc on y va graduellement. Des fois, on peut y aller quelques mois, interrompre, que ça fasse boule de neige, et puis on revient, et petit à petit, ça avance. Ça va être à votre rythme de toute façon. Ça dépend de chaque entreprise. Et la question qu'on me demande et que Laura allait me parler, est-ce que c'est du pur MS Est-ce que ça concerne uniquement les outils MS? Non. Je ne sais pas si vous avez suivi la conférence Connect qu'il y a eu il y a 1 semaine ou 2. Ça, c'est les différentes technologies. Je les ai piquées sur des slides de Connect directement, pour être sûr de ne pas en oublier. C'est les différentes technologies qui ont été abordées à Connect. Par exemple, Laurent a parlé de Visual Studio Code, qui est un éditeur gratuit fourni par Microsoft, qui est utilisé par Google pour coder Angular, qui lui-même, d'ailleurs, Visual Studio Code, est basé sur Node, qui est un autre outil open source, qui est basé sur Atom, qui est fourni par GitHub. On s'en sort plus. Il n'y a plus vraiment de silo technologique. Ça, on peut dire que c'est vraiment une légende urbaine. C'est vraiment une culturelle, les silos technologiques, maintenant. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Docker ces derniers mois. Maintenant, on a directement des machines sous Red Hat dans Azure pour mettre du Docker. Et on a appris ce matin ou avant-hier, je ne sais plus, que maintenant, on peut même avoir des machines sous Debian. C'est un peu ma distrib de prédilection, qui sont disponibles sur Azure. Donc, si vous faites de l'open source, vous pouvez aller sur Azure. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une présentation au Xebicon il y a 1 mois. Je faisais une démonstration, j'étais sur une Ubuntu en Node.js avec Visual Studio Code et je déployais sur Azure avec Visual Studio Online. J'avais pas de machine Windows. Il n'y a pas de silo. Yes. Donc tu parles d'Azure, en l'occurrence. Est-ce que je suis obligé d'aller dans le cloud? Non, parce que pas tout le monde pourra aller dans le cloud de toute façon. C'est un accélérateur, le cloud, parce que vous allez pouvoir vous astreindre de votre legacy côté infrastructure. L'intérêt du DevOps, c'est d'accélérer les choses. Et des fois, vous avez des infrastructures parce qu'elles sont vieillissantes. On voit les plans de migration de 1003 serveurs qui prennent un peu de temps. Et tout cela fait que le fait de passer sur le cloud, c'est des machines nouvelles, des infrastructures élastiques à la demande que vous ne pouvez pas forcément avoir. Parce que si vous changez votre IT pour dire voilà, j'ai besoin d'une VM à 10h15 pour faire un test, je vais vous la rendre à 11h30 quand j'ai fini mon test, ils ne vont pas être contents. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde les infrastructures pendant des mois pour faire des tests. Et ça, c'est typiquement ce qu'on ne fait pas dans le cloud. Donc voilà, le cloud va être un accélérateur pour vous, mais il n'est pas essentiel. Ok, je te remercie. Ouais. Indirectement, si on revient un petit peu sur le sujet offre commune. Je dirais pourquoi se poser en tant que liste de pratiques sur le sujet. Enfin, je veux dire, dans quelle mesure matérialiser ça et pourquoi on le fait quelque part? Je vais reprendre un peu ce que disait Samuel sur les feedbacks et la télémétrie. C'est un peu ces pratiques, ça va être un peu notre télémétrie. Il va falloir avoir des éléments factuels pour dire voilà où on est. Ça permet aux gens de se poser, de dire voilà notre situation actuelle, nos systèmes d'information, nos équipes de développement, nos ops, ils sont dans cet état-là. D'où l'intérêt de faire un assessment qui dit voilà c'est objectif
C'est une cartographie de la société à ce moment-là, au début, qui va nous permettre de montrer comment il a évolué par la suite. Donc on va parler d'assessment. Ensuite, on va essayer, comme disait Guita tout à l'heure, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va l'automatiser. On va éviter les répétitions. On ne fait pas une chose 2 fois, 3 fois. La 4e fois, on se dit ça m'a coûté tellement cher les 3 premières fois, je vais faire l'automatiser. Et ça va me coûter peut-être les 5-6 fois de la suite, mais après, au bout de 10 fois, je sais que je vais gagner. Et le but, c'est d'accélérer les choses avec ce mécanisme-là. Le principe le plus flagrant, c'est l'automatisation des déploiements. Chez mon client actuel, quand on a commencé à travailler sur le projet, il fallait 3 jours pour déployer l'application sur un environnement parce qu'on ne connaissait pas les variables de configuration, c'était assez compliqué. Maintenant, on déploie 20 fois par jour parce qu'on a automatisé. Et on pourrait déployer plus si j'avais des machines de build plus rapides et si les métiers étaient prêts à déployer en prod plus souvent. Mais en tout environnement confondu, je déploie 20 fois par jour. Un point important, la collaboration. C'est essentiel. Une fois qu'on a des outils automatisés, on va commencer à avoir des outils qui, comme disait Guita, qui vont pouvoir être partagés entre plusieurs équipes parce que tout ce qui est mesure, finalement, ça va être des mesures communes. On va avoir des indicateurs communs. On va plus avoir les devs d'un côté, les ops de l'autre, un système de ticketing au milieu. On va essayer d'avoir on est là pour apporter de la valeur au client, donc on va avoir des mesures et des outils communs. Et l'intérêt, c'est qu'on va avoir des équipes cross-disciplinaires de cette façon-là. Alors, quelque part, pourquoi je me lancerais ? Pourquoi vous lancerez ? Parce que, en fonction de certaines entreprises, c'est une question de survie, parce qu'il faut pouvoir changer vite. Si vous êtes là aussi, c'est vous savez que toutes les entreprises ont des dysfonctions et qu'il y a moyen de les résoudre. Il n'y a pas qu'une solution, il y a un chemin. J'ai mis cette image-là et ça même à faire remarquer que c'est très américain comme approche, mais c'est un livre qui parle du DevOps. Américain aussi. Ouais, le livre est très américain. C'est un livre qui parle du DevOps. Moi, personnellement, ça m'a rappelé plein d'événements qui sont produits dans ma carrière. Alors après, à vous de voir si les façons dont ont été résolues peuvent vous coller, mais coller à votre entreprise. Mais c'est l'histoire d'une société américaine qui a souffert et qui est passée vers le DevOps. Et vous allez retrouver des choses à vous. Mais cette transition-là, c'est un peu l'évolution naturelle de nos entreprises, notre façon de travailler. Comme on disait ce matin, avant on avait des cycles très longs, on pouvait travailler, livrer un produit et tous les 2 ans sortir la version d'après. Ça ne marche plus comme ça. Je travaille dans la banque en ligne. Si on n'est pas capable de fournir des nouveaux pricing pour les clients dans les 2 jours, on perd des ventes. Et quand c'est de la vente directe en web, on perd des parts de marché. Et donc, on s'est transformé pour pouvoir, en fonction des besoins, faire des prix plus adaptés en fonction de certains types de personnes, parce qu'on a eu des mécanismes qui nous ont permis de faire des déploiements dans la journée qu'on n'est pas capable de faire, et on a gagné des parts de marché. Et ce n'est pas des parts de marché ridicules, parce qu'il y a des mois, on a fait 5-6% de parts de marché supplémentaires, parce qu'à un moment donné, on a réussi à changer les prix au dernier moment et dire, voilà, on s'est aligné sur les concurrents. Donc voilà, c'est pas négligeable et c'est ce qui va faire la différence entre une entreprise qui survit et une entreprise qui est leader. Un point, tu l'as parlé tout à l'heure, en termes de levier. En l'occurrence, je pense qu'un point fondamental serait comment, quelque part, aider à convaincre les hiérarchies et comment essayer de pousser, on va dire, en amont, de par les phases d'assessment ou de sizer en fait, au fur et à mesure par rapport à l'accompagnement qu'on peut proposer. Déjà, il ne faut pas leur montrer les transitions vers le DevOps comme quelque chose, un saut dans l'inconnu, même si techniquement, personne ne sait comment ça va se passer, mais que ça va être quelque chose de cadré et que on sait que c'est les coûts qui règlent et qu'on peut avoir une phase initiale cadrée, figée, que ce soit temporellement ou par le prix, qui permet de dire, voilà, avec cette phase-là, j'aurai une bonne vision de où est mon SI et où est-ce que je dois aller. C'est ce qu'on essaye de produire avec les équipes de Microsoft, avec MS Service, pour que l'on utilise la marque Microsoft et toute son expérience qu'ils nous donne. On a bien vu ce matin avec l'évolution de Windows, que ces personnes-là, elles l'ont vécu et elles savent en parler et elles savent comment elles pourraient s'adapter chez vous. Ce que moi, je ne pourrais pas faire en tant que Selenza parce que je n'ai pas ce moyen de le faire. Ok. Et si on garde le côté, je dirais, une fois qu'on est lancé, est-ce qu'on a dit qu'on pouvait se mettre en pause, on a dit qu'on pouvait
je dirais, arrêter. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait facilement? Est-ce qu'à partir du moment où on rentre dans cette thématique-là, on peut... Après, ça va dépendre de jusqu'où vous voulez aller. Vous allez avoir des entreprises où on va s'arrêter assez tôt parce que c'est suffisant pour elles. Ou alors on va faire par équipe. Certaines équipes ne peuvent pas passer vers le DevOps parce que leurs outils sont vieillissants. Ou alors on va bien faire une transition, on ne va pas les changer. Donc on ne va pas faire des transitions DevOps pour tout le monde. Donc on va faire des choix. Et on ne veut pas du DevOps à 100%, ce n'est pas notre cible. On veut que l'entreprise fonctionne mieux et qu'elle soit plus performante à coût existant. Ok, donc en gros, c'est mettre en place des quick wins qui soient visibles. Exactement. Et ensuite... Au début, on est là pour montrer quel est l'état, montrer qu'on peut avoir confiance dans cette transformation pour que derrière, on puisse continuer et on avance à chaque étape. Je ne sais pas si vous voyez dans les projets agiles, généralement, des fois, on ne va pas jamais à la fin du projet parce qu'on a 80% de la valeur qu'on a produite est suffisant, sachant que les 20% d'après sont les plus durs à avoir. Des fois, ils coûtent plus cher que les 80% qu'on a produits. Et c'est ce qu'on essaye d'avoir avec ces transitions-là. Après, de toute façon, vous serez sur votre lancée, vous n'aurez plus besoin de nous. Nous, on est là pour vous accompagner. C'est votre transition. On n'est pas là pour vous tenir la main. On est là au début pour vous lancer. C'est votre transformation. Et si on devait terminer, le but, c'est que vous restez maître. Comme je disais, on est là juste pour accompagner. Vous avez votre culture d'entreprise. On a vu ce matin que c'était le plus important. Nous, on a peut-être des méthodes pour vous aider à faire que cette culture-là émerge. Donc à la fin, qu'est-ce qui restera? Ça sera la culture qui est basée sur des pratiques qu'on vous aura aidé à mettre en place. Mais à la fin, ça sera votre transformation de toute façon. Merci Michel. Merci. Bon. Et bien, avec ça, on finit notre matinée. Donc, quelques petites infos supplémentaires. Déjà, si vous avez est-ce qu'il y a des questions? Un petit peu? Non? Alors, si jamais vous avez la volonté de partir sur du DevOps, que vous voulez être un peu accompagné, avoir des conseils, du retour d'expérience, etc., il y a cet alias mail qui existe, qui peut vous permettre de nous contacter et on pourra voir ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement. Donc Samuel, pas mal de choses. Également, un livre va bientôt sortir donc, par Samuel et Stéphane Goudot de DX sur le sujet DevOps, donc avec plein d'informations intéressantes, et qui devrait sortir, je crois, très bientôt, fin mois prochain, février. Alors, juste avant de finir, vous avez donc reçu le petit formulaire de satisfaction. Donc, Charlotte, là-bas, me demande insistamment de vous rappeler de nous donner ça. Donc, ça nous sera utile pour les prochaines itérations, puisque, justement, on fait le DevOps Day, le retour, le 11 mai, où là, on va essayer un peu de discuter de l'aide que Microsoft apporte à ses clients. Donc Microsoft en sens gros produit, au sens service, un peu tous azimuts, pour justement cette transformation vers le DevOps. Donc encore une fois, Charlotte vous attend avec les formulaires et on a des goodies à distribuer pour ceux qui remplissent les questionnaires. Bonne journée et merci de votre présence.